Alors, ce soir, nous vous proposons donc une conférence. Alors, il n'y a que des femmes. Alors, je ne sais pas pourquoi. Je ne comprends pas, mais en tous les cas, il n'y a que des femmes. Mais c'est peut-être parce qu'on va parler de la santé des femmes. Alors voilà, ceci explique peut-être cela. Donc, on fait une conférence qu'on a intitulée Démocratie sanitaire, engagement et action des associations. Et donc, on a voulu donner la parole à différentes personnes, différentes présidentes d'associations. Juste pour situer un tout petit peu, donc moi je me présente à chaque fois, j'oublie de me présenter parce que je me dis qu'on est entre nous, on se connaît. Mais en fait non, parce qu'il y a des gens qui ne nous connaissent pas. Et donc je suis Virginie Rio, j'ai créé l'association Collectif Femmes en 2013. Et donc c'est une association de personnes infertiles, stériles, qui ont recours à l'assistance médicale à la procréation, qu'elles soient au début du parcours, pendant le parcours, ou qu'elles soient sorties du parcours avec ou sans enfant. Et c'est important, le sans enfant. Donc voilà, les grands axes de l'association, c'est témoigner, informer et agir sur tous les sujets relatifs à l'infertilité. Donc à la fois vers les pouvoirs publics, vers les médecins, vers les médias, vers le grand public. Et puis il y a tout un travail d'accompagnement et de soutien qui là est plus à destination des personnes en parcours ou des personnes qui vont rentrer en parcours ou qui sont sorties du parcours, à la fois sur l'AMP en général et puis des sujets un peu plus particuliers comme l'AMP avec don de gamètes, et donc les parents, les gens qui deviennent parents grâce à l'AMP avec don de gamètes. Et donc pour nous, la démocratie sanitaire, c'est la base un des piliers de notre association. Et donc la démocratie sanitaire, c'est un concept qui est apparu dans les années, qui a été mis dans une loi en 2012 et qui est un concept qui met le patient au cœur du dispositif de santé. Donc quand on le dit comme ça, on le dit bah oui, évidemment, le patient il doit être au cœur du dispositif de santé, mais c'était pas une évidence, et puis c'était tellement pas une évidence qu'il a fallu le mettre dans une loi de 2012. Et là, avec les femmes que j'ai invitées aujourd'hui, sont engagées sur des sujets qui touchent la santé des femmes, on s'aperçoit qu'en 2021, et finalement, ce sujet de la démocratie sanitaire, c'est encore quelque chose qu'on doit défendre, qu'on doit construire sur certains sujets. Et je pense là, par exemple, à ce qui concerne le SOPK, qui est une pathologie qui touche les femmes depuis longtemps, mais finalement, les choses commencent à se structurer là que depuis quelques années. Donc pour nous, la démocratie sanitaire, c'est très important. Alors après, il n'y a que des femmes. Ben oui, parce qu'on est dans la sphère de la gynécologie, l'utérus, les ovaires, les hormones féminines, l'infertilité. Après, je dirais, il n'y a que des femmes aussi, peut-être parce que les femmes s'engagent, peut-être plus que les hommes. Je ne sais pas, on va peut-être se faire gronder par les hommes qui nous écoutent. Mais en tous les cas, il y a à faire au niveau de la santé des femmes. Je sais que j'en avais déjà parlé avec Nathalie de l'association Endomind, et je me disais vraiment, il y a quelque chose qui ne va pas sur la santé des femmes. C'est comme si alors déjà, on peut pas, il y a des choses qu'on ne peut pas dire, il y a des choses qui sont compliquées à mettre en œuvre, il y a des thérapeutiques qui sont inexistantes parce qu'il n'y a pas de recherche, parce que la recherche se fait plutôt sur les aspects masculins. Donc voilà, alors c'est vrai qu'on s'était... il y a la journée du 28 mai, qui est la journée, alors j'ai découvert ça il y a cette année, le 28 mai, c'est la journée internationale d'action pour la santé des femmes. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah mais là on est en plein dans notre sujet. Et donc je sais plus, c'était au mois de mai, donc je vous avais proposé aux unes et aux autres, et puis à d'autres associations qui autour de la sphère de la santé des femmes, gynécologie, de faire un petit visuel où on mettait tous nos logos pour dire, voilà, il faut valoriser le travail des associations qui œuvrent pour la santé des femmes. Donc voilà, j'avais trouvé ce petit élan collectif très intéressant, parce que ça, quand on est ensemble, évidemment, on est toujours plus fort que quand on est isolé. Et j'espère que l'année prochaine, on va pouvoir le refaire. Et peut-être qu'on peut réfléchir même à autre chose, ou je ne sais pas. Mais en tous les cas, pour nous,
on s'appelle Association Collective Femmes parce qu'on a toujours dit qu'il faut qu'on la joue collective. C'est-à-dire, il y a l'infertilité féminine, l'infertilité masculine, intraconjugale, don de gamètes, endométriose, je suis infertile pour ça. Et le sujet avait tellement du mal à exister dans la société qu'on s'est dit il faut qu'on soit tous ensemble et c'est comme ça qu'on ira plus vite, plus loin. Et voilà, donc je suis ravie ce soir donc d'accueillir 4 femmes. Il y a ma collègue Charlotte qui est là, qui peut gérer les commentaires et les questions que les spectateurs peuvent poser à l'écrit. Donc, il y a 2 espaces en bas de votre écran. Il y a un espace questions et réponses et un espace discussion. Donc, vous pouvez mettre, voilà, si vous avez des questions pendant le cours de la conférence, vous pouvez les inscrire ici. Et Charlotte, elle pourra nous lire les questions. Et puis, ce que j'oublie toujours, c'est que les conférences qu'on organise donc pendant la semaine de sensibilisation, là, du 1er au 7 novembre, cette année, on est soutenu par Gédéon Richter France qui, grâce aux dons qu'ils vont nous faire, ça nous permet de financer donc l'enregistrement avec des professionnels de ces conférences, ce qui n'était pas le cas l'année dernière où on a bidouillé et voilà. Donc là, on va avoir une belle conférence qui va être bien enregistrée et qui fera l'objet d'un replay. Et voilà. Donc, j'ai fait un ordre dans la présentation des unes et des autres. Donc, je propose à Kelly de se présenter, si tu es d'accord. Oui, bien sûr. Bonsoir à tous. Ah, il y a de l'écho, je ne sais pas si c'est... Non, c'est bon. Donc, bonsoir à toutes. Moi, c'est Kelly Lescure. Je suis présidente et fondatrice de l'association SPOPK. L'association SPOPK, Virginie l'a dit tout à l'heure, s'engage du coup aux côtés des personnes qui sont touchées par le syndrome des ovaires polykystiques, qui est à ce jour l'endocrinopathie la plus répandue chez les personnes menstruées. On compte à peu près une femme sur 7 aujourd'hui. Donc, effectivement, on est sur un chiffre conséquent. C'est une pathologie qui est connue depuis très longtemps et pour laquelle aujourd'hui, effectivement, en termes de connaissances, de reconnaissance, de prise en charge, on a encore beaucoup de chemin à faire. Et donc, la thématique de l'infertilité, chez nous, elle est importante puisque l'infertilité concerne 75% des personnes qui sont concernées par le syndrome des ovaires polykystiques. Donc oui, la question de l'infertilité, c'est quelque chose qui est très récurrent dans les sujets qu'on aborde quand on parle du SOPK et qui donc nous tient beaucoup à cœur. Et donc, je suis heureuse de représenter l'équipe de l'association aujourd'hui pour cette conférence. Ok, merci. Alors, en numéro 2, je propose à Angèle Mbarga d'intervenir. Donc là, c'est pour parler de la problématique des fibromes, qui est un gros sujet aussi. Tout à fait. Bonjour à toutes. Je suis vraiment ravie d'être là parmi vous aujourd'hui. Ça permet de mettre des visages sur vos différents noms et ça me permet aussi de parler de l'actualité de Fibromes Info France. Donc, je suis la présidente fondatrice depuis 2011. Par la force des choses, je me suis retrouvée, on va dire, à me retrousser les bras après avoir été moi-même confrontée aux fibromes et bien sûr aux difficultés à devenir mère. Je ne le suis toujours pas d'ailleurs. Et la problématique des fibromes concerne la santé reproductive dans son ensemble. C'est une pathologie pour laquelle il y a 3 principaux axes de travail pour nous. Il y a la qualité de vie des femmes qui est très fortement endommagée par les hémorragies de type ménorrhagie, métrorragie, et également par l'impact des fibromes sur la sexualité, la dyspareunie, mais aussi la barrière que constituent les hémorragies dans la sexualité, l'épanouissement sexuel des femmes. Et puis, bien sûr, il y a la question de l'infertilité. L'infertilité chez les femmes qui souffrent de fibromes, elle est double. Elle est à la fois causée, elle peut à la fois être causée par le fibrome en lui-même, lorsqu'il est localisé dans la cavité utérine, mais l'infertilité peut aussi, chez les femmes qui souffrent de fibromes, être générée par les traitements, certains traitements qui peuvent induire des adhérences, des synéchies,
notamment au niveau de l'utérus après plusieurs opérations, ou au niveau des ovaires par rapport à l'embolisation. Donc pour moi, aujourd'hui, cette conférence, elle est importante parce qu'elle coïncide avec une très forte actualité de Fibrome Info France. Nous avons lancé au début de l'année 2021 la première campagne de sensibilisation nationale. C'est une première en France. Il n'y avait pas eu de campagne de sensibilisation sur les fibromes avant 2021. Il se trouve que nous avons décidé d'axer notre campagne sur les enjeux sociétaux. Parce que nous nous sommes rendus compte que les pathologies gynécologiques, dans leur ensemble, se trouvent dans l'intersection du sanitaire et du sociétal. On ne peut pas appréhender les pathologies gynécologiques en faisant abstraction des impacts sociétaux. L'isolement des femmes par rapport aux hémorragies, la question de la honte ou de la culpabilité face aux difficultés à devenir mère. Et donc tout ça, ce sont des enjeux qui doivent être englobés dans les enjeux sanitaires, parce que finalement, ils sont imbriqués les uns les autres. Et pour les besoins de notre campagne de sensibilisation, on a justement voulu ouvrir le débat sur le sociétal pour pouvoir faire entendre justement la souffrance des femmes. Parce que dans le sociétal, il y a aussi des choses qui doivent bouger pour que les maladies gynécologiques sortent de l'ombre, pour qu'on te sente plus honteuse ou coupable d'avoir des hémorragies, d'avoir des difficultés à avoir un enfant, ou qu'on ne te sente pas coupable de faire une fausse couche. J'en ai fait 2 à titre personnel. Le sentiment de culpabilité est très fort après une fausse couche, alors que finalement, on n'y est pour rien. Donc, merci vraiment Virginie pour l'idée de cette conférence qui nous réunit toutes et qui nous permet justement de mutualiser nos efforts en termes de démocratie et sanitaire, mais aussi en termes de visibilité et d'écho, parce que plus nous allons faire front tout ensemble, plus justement la santé des femmes, la santé gynécologique en l'occurrence, trouvera un écho plus retentissant encore. Donc merci à toutes, vraiment. Bon bah merci pour cette belle présentation. On finit le tour et puis après j'aurai des questions et puis je pense qu'il y aura peut-être des questions aussi dans le public. Alors après, en 3e position, je donne la parole à Nathalie Clary, donc pour l'association Endomind. Merci, bonsoir à toutes. Alors c'est difficile de passer après Angèle, elle a tellement tout dit que... Tu vas enfoncer le clou. J'aurais pas grand-chose à rajouter, mais c'est vrai qu'il y a une très belle complémentarité dans nos actions et qu'ensemble, on porte un sujet commun qui est effectivement la santé des femmes. Donc, on a plein d'interactions possibles. Donc, alors moi, je me présente, je suis la fondatrice et présidente de l'association Endomind, donc qui a été créée en 2014. À une époque pas si lointaine où on ne parlait pas du tout d'endométriose. C'est un sujet qui a commencé à se médiatiser à ce moment-là, en 2014, avec notamment l'arrivée de la première marche mondiale qui nous vient des États-Unis et qu'aujourd'hui notre association organise pour la France. Donc, moi, j'ai voulu créer cette association parce que tout simplement, on ne parlait pas du tout de ce sujet-là. Alors, moi, j'étais déjà diagnostiquée depuis pas mal d'années, mais je me rendais compte que des jeunes femmes autour de moi, surtout dans mon milieu professionnel qui est quand même très féminin, me racontaient des parcours identiques aux miens que moi, j'avais vécu 15 ans plus tôt. Donc, je me suis dit, il y a un problème en 15 ans, il ne s'est jamais rien passé, il n'y a rien qui n'a évolué, il faut faire quelque chose. Donc, voilà, ça a été un petit peu le déclencheur. Donc, pour moi, c'était l'objectif vraiment de déclencher une prise de conscience à grande échelle pour interpeller, montrer que là, on était face à un sujet de santé publique qui concerne quand même 1 à 2 femmes sur 10, donc c'est loin d'être négligeable. Et puis ensuite, une fois cette prise de conscience opérée, puisqu'il a fallu quand même plusieurs années pour qu'on arrive à faire entendre ce sujet,
il a fallu aussi démarrer des travaux de fond pour améliorer la prise en charge sur l'ensemble du territoire. Et puis, petit à petit, on prend conscience de certaines choses. On ne peut pas finalement améliorer la prise en charge des malades, prendre des décisions au niveau politique ou au niveau des professionnels de santé sans qu'il n'y ait de données scientifiques. Donc sans la recherche, on ne peut pas avancer. Et c'est vrai que le sujet de la recherche était aussi un sujet vraiment sur lequel il se passait peu de choses sur l'endométriose, et l'association a essayé vraiment de mettre l'accent aussi sur cette question de la recherche pour encourager les scientifiques à s'y intéresser, encourager les entreprises aussi et les labos à investir sur ce sujet-là, puisque c'est important aussi que tout le monde fasse sa part, on va dire. Et donc, l'association a d'ailleurs créé cette année la toute première fondation pour la recherche sur l'endométriose. Donc, encore une fois, ça montre que ce sont les malades qui s'emparent du sujet, y compris dans la création d'une fondation qui est destinée à financer la recherche. Donc, on en parlera peut-être plus tard, mais voilà un petit peu le paysage de notre association et ses missions qui se sont vraiment élargies au fur et à mesure du temps, parce que il y avait tellement de travail, et il y a toujours tellement de travail autour de la question de l'endométriose que c'est pas une association toute seule qui peut prétendre à mener à bien ces projets-là et à faire évoluer les choses de manière considérable. Voilà. Bon, merci, parce que c'est vrai que sur la problématique de l'endométriose, il y a un éventail de différentes associations qui existent, à la fois des associations très locales et des associations plus nationales. Et voilà, mais comme disait Angèle tout à l'heure, il y a une part sociétale qui est importante. C'est, j'allais dire, l'arbre qui cache la forêt. Il y a tellement de sujets dans le sujet de l'endométriose qu'il faut forcément réunir beaucoup de force, beaucoup d'énergie, et qu'une seule association ne peut pas y arriver. Ça, c'est une certitude. Bon, merci Nathalie. Alors, on finit le tour de table avec Ophélie. Alors, moi, c'est Caroline, du coup. Ophélie, en plus, je voulais dire Caroline, mais je pensais dans ma tête à Ophélie, je ne sais pas pourquoi. Ah oui, parce que sur mon papier, j'ai mis Ophélie en premier. Donc voilà. Excuse-moi, Caroline. Pas de souci. Du coup, je suis Caroline, présidente et fondatrice de l'association ASSO-SOPK, qui lutte contre le SOPK. Et je voulais juste rejoindre Nathalie sur le fait que avoir beaucoup d'associations, c'est quand même une force. Et plus il y a d'associations, plus c'est ça qui va faire remonter les informations et qui va nous permettre d'exister et de faire reconnaître les différentes pathologies qu'on essaye d'aider, enfin surtout d'aider les personnes. Donc notre association, donc avec Ophélie, qui est aussi présidente et fondatrice, elle a été créée il y a 5 mois, donc en juin 2021. Et donc, l'infertilité touche quand même énormément de personnes dans le SOPK. C'est quand même le SOPK qui est la première cause d'infertilité mondiale. C'est un très, très gros symptôme qui touche, comme le disait Kelly, 75% des femmes qui ont un SOPK. Après, ça reste quand même un des symptômes qui est le mieux pris en charge dans le SOPK, parce que le SOPK est très, très mal pris en charge actuellement, dans une grande majeure partie des cas. Mais l'infertilité reste quand même le symptôme qui est le mieux pris en charge, en fait. Et donc, nous, on est là pour aider les personnes qui sont diagnostiquées, qui sont perdues, pour faire de liens avec des médecins, avec différents professionnels de santé, trouver des astuces et aider du coup à communiquer, à faire monter plus l'information sur les SOPK, parce qu'il n'y a pas que les personnes qui sont touchées par le SOPK qui ne connaissent pas forcément la pathologie, il y a aussi tout le corps médical qui n'est pas sensibilisé au SOPK, ce qui fait que ça crée des errances médicales, un petit peu comme l'endométriose. Voilà. Ok. Est-ce que vous avez des questions les unes pour les autres, ou est-ce que
Charlotte, il y a des questions dans le public en délire? Alors, s'il n'y a pas de questions, moi j'avais pour Angèle, en fait, donc cette année, la première campagne de sensibilisation sur les fibromes. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as construit ça, comment ça s'est organisé, comment ça s'est mis en place, où est-ce que vers qui elle était tournée cette campagne? Alors, comment ça s'est organisé? Ça s'est fait de manière, on va dire, quasi naturelle avec le ministère des Droits des Femmes. Enfin, le ministère chargé, parce qu'il n'y a pas de ministère des Droits des Femmes en tant que tel. Ça s'est fait naturellement, tout simplement parce qu'elles ont été tout de suite réceptives au discours sociétal. À partir du moment où on a été reçu, qu'on a présenté un dossier très argumenté, mettant en avant l'isolement des femmes qui ont des ménorrhagies, en mettant en avant le fait que la sexualité des femmes devenait très problématique avec des fibromes, tous les aspects en fait. Il y a 3 principaux axes sur lesquels travaille Fibromes Info France: la qualité de vie, la santé sexuelle et la santé reproductive des femmes qui souffrent de fibromes. Et au niveau du ministère des Droits des Femmes, elles ont été réceptives justement à nos discours parce que tout de suite, elles ont vu la portée sociétale. Une femme qui a des hémorragies, ça peut commencer dès le collège, les hémorragies, les ménorragies et les métrorragies. Donc, en termes d'exclusion scolaire, il y a très clairement un travail à faire pour justement améliorer le diagnostic des ménorragies et des métrorragies, parce que derrière les ménorragies et les métrorragies, il y a différentes pathologies qui peuvent s'y cacher. Mais ce qu'on sait aussi, et ce qu'on a constaté au fil des années, c'est que finalement, les règles qui sont le fil rouge de la vie hormonale des femmes, de la puberté à la ménopause, n'avaient jusqu'ici jamais fait l'objet de sensibilisation par rapport aux règles pathologiques, pas les règles normales, parce que pour les règles normales, il n'y a pas besoin de faire une campagne de sensibilisation. Et dès lors que nous avons dit qu'il y avait besoin impérativement de mettre en place une sensibilisation sur les fibromes en faisant un focus sur les règles, pour que très rapidement, une ado qui aurait des saignements hémorragiques ou des saignements intempestifs puisse avoir le réflexe de consulter sans penser que ça puisse être normal, parce qu'il y a ça aussi, le conditionnement des femmes sur finalement qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui n'est pas normal, par rapport aux douleurs, par rapport aux hémorragies, par rapport au flux, par rapport à la quantité de sang qu'on perd, par rapport à la durée, tout simplement parce qu'il n'y a jamais eu de sensibilisation. Alors, en termes de prévention primaire, nous sommes toutes aujourd'hui sur ce sujet qui concerne la santé des femmes. Et c'est vrai, la prévention primaire, c'est le b.a.-ba, parce que le socle des maladies gynécologiques, finalement, quand on y réfléchit, ce sont les règles. C'est le fonctionnement hormonal, c'est le cycle menstruel, que ce soit les fibromes, l'endométriose, les ovaires polykystiques et autres, l'adénomiose, eh bien, le fil d'Ariane, c'est quoi? Ce sont les règles. Donc, il faut impérativement qu'il y ait des sensibilisations, des campagnes de sensibilisation accession. Est-ce que c'est que des règles anormales? En quoi consiste la durée? Quelle est la durée considérée comme normale des règles dans un cycle? Quel est le flux normal? Eh bien, qu'on a dit ça au ministère des Droits des Femmes, tout de suite, elles ont dit oui, on vous suit. Et ça s'est fait rapidement. Et du coup, on a eu une dotation qui nous a justement permis de lancer cette campagne sur toute l'année 2021. Et c'est vrai, on voit bien que par rapport au sujet, il y a beaucoup de choses. Les défis, par exemple, qu'on pourrait tout ensemble relever, c'est se dire, voilà, aujourd'hui on sait, il faut que nous fassions front commun pour faire bouger les choses en termes de prévention primaire, mais aussi en termes de prévention secondaire. Est-ce que j'ai répondu à toutes tes questions, Virginie? Parce que du coup, je suis allée un peu loin. Alors, non, juste, donc, la sensibilisation en elle-même, vous l'avez faite comment? Vous êtes allé, je sais pas, vous avez eu des spots à la radio, à la télé? Alors, il y a eu quand même, il y a eu le paramètre pandémie qui a
un peu changé ce qui avait été prévu initialement. C'est-à-dire que jusqu'au mois de juin, la campagne, elle était essentiellement digitale parce que il y avait la pandémie, on pouvait pas organiser d'événements présentiels, on pouvait pas aller dans les écoles. Mais depuis le mois de septembre, on a commencé avec une première action à l'hôpital Cochin. Et on va avoir une deuxième action à l'hôpital Saint-Joseph ce mois de novembre. Mais en toute honnêteté, la pandémie a quand même un peu perturbé ce qui avait été prévu initialement. Mais on a bien tout gardé dans un coin. Et pour 2022-2023, on va déployer la campagne telle qu'elle avait été prévue sur le terrain. Parce qu'autrement, c'est un peu frustrant de faire une campagne uniquement digitale. Hein. C'est pas exactement pareil. Mais elle a été tout aussi exaltante, hein, quand même. D'accord. Est-ce que je peux prendre la parole ? Oui. Alors, je voulais juste rebondir sur les propos de Angèle et sur cette campagne qu'elles sont en train de mettre en place et qui est superbe. Juste, il y en a une qui a vu le jour en 2016 aussi, avec un slogan qui était assez fort, qui était « Les règles, c'est naturel, pas la douleur ». Donc cette campagne, elle avait été mise en place dans le cadre de l'endométriose en particulier, mais c'est super qu'il y en ait d'autres qui se mettent en place comme ça parce que c'est important. Il faut continuer à de toute façon marteler ces messages-là, c'est vraiment important parce qu'on se rend compte que voilà, celle qui a été faite en 2016 a eu un gros impact, mais qu'on sent encore qu'il y a des freins dans certaines familles. Auprès de certains professionnels de santé aussi, donc c'est vraiment super. Donc j'espère que vous pourrez la relayer à grande échelle. Celle de 2016, elle avait été, alors c'était une affiche que tu pourras certainement retrouver facilement avec ce slogan. On avait réussi à la faire afficher sur des abribus d'une centaine de villes en France. Donc, ce qui était quand même exceptionnel qu'on puisse afficher ce genre de message sur des abribus. Mais au moins, c'était impactant. Alors, il y a plein d'endroits où, effectivement, ça a du sens. Peut-être parfois, a priori, pas de sens, mais finalement, c'est très impactant. Donc, il faut aller là où on ne nous attend pas forcément non plus. Donc voilà, bravo pour ça, en tout cas. Alors, oui, on a eu deux questions. Alors, elles s'adressent plus aux deux personnes qui représentent les associations concernant le SOPK. Alors, la première dit, vous dites que le SOPK est mal pris en France, est mal pris en charge en France. Savez-vous comment il est pris en charge ailleurs ? Donc, est-ce qu'à l'étranger, on fait mieux que nous ou pas ? Pas forcément. On sait, pour avoir discuté avec des associations de l'étranger, et je prends l'exemple des États-Unis parce qu'on est en contact avec l'association américaine PCOS Challenge, et pour en avoir discuté, en fait, c'est aussi un très gros problème dans les autres pays également, en fait. Et on pensait pas, je pensais qu'aux États-Unis, c'était mieux pris en charge qu'en France, et en fait, pas du tout. Ils ont exactement le même problème. Si je peux juste rebondir là-dessus, effectivement, je rejoins Caroline sur le fait que, effectivement, ailleurs, ils n'ont pas forcément beaucoup mieux que chez nous, malheureusement. En revanche, on constate quand même que la France a un énorme retard sur tout ce qui va être sensibilisation notamment du corps médical. Voilà, même si on observe quand même un gros défaut de prise en charge d'une manière globale sur l'ensemble de la planète. Voilà, on a quand même, nous, en France, un énorme retard sur la compréhension, la reconnaissance et la sensibilisation qui se passe autour du SOPK. Mais je rejoins Caroline sur le fait qu'effectivement, ailleurs, et il y a même des pays qui sont pires que nous, malheureusement, chez qui c'est encore plus difficile. Mais là, cette année, j'ai trouvé que c'est la première année que vous êtes mobilisés pendant tout le mois d'octobre, si je ne me trompe pas. Mois de septembre. Ah oui, c'était septembre. C'est passé vite. C'était octobre. Mois de septembre, vous avez fait pendant toutes les deux
pendant un mois tout un gros travail de mobilisation à différents niveaux. Est-ce que vous pouvez nous en expliquer un petit peu ce que vous avez fait? Kelly, vous avez la parole alors. Ok. Effectivement, oui. Alors, cette année, effectivement, on a vraiment agrandi l'échelle. L'association SPOPK le fait déjà depuis 3 ans, surtout de manière digitale. Et cette année, on a vraiment sorti ça du terrain digital. Et on s'est retrouvé donc avec l'association de Caroline et Ophélie et l'INSERM de Lille ainsi que le CHU de Lille et d'autres supports tels que le laboratoire Merck, etc. On s'est retrouvés tous ensemble le 1er septembre, qui est symboliquement la journée mondiale du SOPK, en tout cas lancée par les États-Unis et qu'on a souhaité reprendre ici en France. Et donc pour la première fois cette année, on l'a vraiment célébré de manière présentielle, de manière réelle. On a organisé donc le premier French PCOSD donc en France, qui est là aussi une première mondiale, enfin une première en France et en Europe, durant lequel du coup on a eu l'occasion de discuter avec des cliniciens, des médecins, des chercheurs, notamment de l'INSERM et du CHU, donc d'organiser des tables rondes où on a pu poser des questions, où les patientes ont pu venir à la rencontre de ces professionnels et poser leurs questions également. Voilà, on a eu une bonne partie de la journée où on a eu cette énorme chance de pouvoir discuter avec eux, en apprendre aussi davantage sur les recherches qui sont menées autour du SOPK. C'est vrai que ça fait partie, je sais pas pour Caroline, mais chez nous des grandes questions qui nous sont posées. Voilà, où en sont les recherches autour du SOPK? Pour nous, ça a été une vraie occasion de mieux comprendre les axes de recherche menés notamment par l'INSERM. Et on a également terminé du coup cette journée autour donc de la marche qui s'est déroulée de l'esplanade des Invalides jusqu'à la Tour Eiffel. Et voilà, on a clôturé cette journée avec une belle image qui était donc la première marche contre le SOPK en France, avec nos 2 associations, l'INSERM, le CHU et nos autres partenaires. C'était une journée très très symbolique et très très forte en émotion pour nous toutes, parce que ça faisait déjà 2 ans qu'on l'a préparé et 3 ans qu'on l'attendait, donc ça a été chargé d'émotions. Et on a poursuivi, alors là je vais parler plutôt dans le camp SPOPK, on a poursuivi tout le mois de septembre avec des rencontres au travers la France, des rencontres de patientes. Donc on a essayé d'échelonner toute la France sur les 4 semaines de septembre, où on est allé donc à Paris, à Bordeaux, on est allé à Lyon, à Lille et à Arras, pour aller sensibiliser donc des patientes, des couples, des personnes même qui ne connaissaient pas forcément le SOPK. Ici avec pour but surtout de répondre aux questions des patientes, mais aussi de venir toucher un public un peu différent que celui qu'on peut toucher sur les réseaux notamment. Les personnes qui n'ont pas forcément accès au réseau ou qui ne sont pas focus réseau. Donc voilà, pour nous, c'est aussi un moment plus intimiste avec les patientes, où on a des témoignages aussi plus précis parfois, où on peut vraiment avoir ce rapport avec les patientes. Nous, ça nous a été très précieux, parce que pendant toutes ces rencontres-là, on a mené un petit peu ce qu'on appelle la mini-enquête. On a essayé de relever un maximum de chiffres en fait sur ces rencontres, et de se dire ok, qu'est-ce qu'on tire nous en tant qu'association de ces rencontres. Voilà, et on a pu notamment tirer ce chiffre assez impressionnant, qui est que aujourd'hui, malgré le fait que beaucoup de professionnels de santé continuent de nous dire que le SOPK est totalement indolore, nous on a constaté sur le terrain que près de 8 femmes sur 10 atteintes du SOPK souffrent de douleurs pelviennes ou douleurs chroniques associées, ce qui est énorme. Et on continue encore aujourd'hui à nous dire que non, le SOPK est indolore. Donc voilà, donc ces rencontres-là, pour nous, elles sont précieuses. Et à côté de ça, bien sûr, on a continué nos campagnes sur les réseaux sociaux, qui sont très, très importantes pour nous. Et on a également pu participer après à des interventions médiatiques. Cette année, le SOPK a été très médiatisé. C'est génial. On commence vraiment à pouvoir libérer la parole autour de ça. Et ce que je dis souvent, c'est qu'il y a 3 ans, quand j'ai créé SPOPK, on devait aller chercher des interventions médiatiques. Aujourd'hui, à l'inverse, c'est un petit peu les médias qui viennent nous chercher. Et ça fait plaisir, parce qu'on se dit enfin, il y a une prise de conscience. Enfin, on s'intéresse au sujet. Enfin, on vient chercher l'information. Et ça, c'est génial. Donc cette année, oui, ça a été une année assez symbolique pour nous, parce qu'on a vraiment l'impression qu'on a fait un vrai gros pas en avant cette année, en 2021, pendant tout le mois de septembre. Donc, c'était génial. Je laisse la parole à Caroline, du coup, pour leurs actions à elle.
Merci. Bon, du coup, je vais pas revenir sur le French PCOS Day. Donc, Kelly a parlé, donc on a également fait partie. Pour l'association SOS-OPK, on a également organisé des rencontres chaque week-end du mois de septembre, où on a pu rencontrer des personnes qui avaient besoin d'échanger en fait sur leur pathologie, parce que malgré que ce soit un syndrome qui est très répandu, généralement on se retrouve seul avec son diagnostic et ce sont des personnes qui ont besoin en fait de parler du SOPK, et pas seulement avec leur famille, mais aussi des personnes qui ont elles-mêmes le syndrome. On a aussi lancé une course marche virtuelle pendant tout le mois de septembre. On avait une 50aine de participants qui ont pu s'inscrire. Avec le Covid, malheureusement, on ne pouvait pas faire ça en présentiel. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une liste d'inscriptions. On a envoyé un dossard et une médaille au domicile de chaque personne qui sont inscrites, et elles ont pu marcher contre le SOPK et pour soutenir la cause de l'association. Donc, il y a eu plus de 250 km qui ont été faits pendant le mois de septembre. On a ensuite eu pas mal de live avec des professionnels de santé. On a fait des interviews aussi avec des nutritionnistes, ostéopathes, des professionnels des fois qu'on ne voit pas forcément dans la prise en charge du SOPK, l'ostéopathie par exemple. On a aussi ouvert une boîte à courrier pour envoyer un courrier au ministre de la Santé pour essayer d'impacter vraiment le nerf de la guerre, le gouvernement. Donc, on s'apprête à envoyer dans quelques jours tous les courriers que nous avons reçus. On a reçu aussi des courriers de médecins, parce qu'on a été à la rencontre de cliniques qui font des parcours spéciaux pour le SOPK. On avait pas mal de rencontres avec des professionnels de santé. On a aussi été présente dans les médias comme l'Ouest France, par exemple, ou d'autres médias un peu plus vidéo. Je dois sûrement oublier des choses, mais c'est pour résumer un petit peu tout ce qu'on a pu faire pendant le mois de septembre. Et puis, on continue chaque mois, chaque jour, sur nos réseaux en particulier, surtout. Mais on essaye essayer de médiatiser. C'est vraiment ça qui va marcher, en fait, pour impacter le plus de personnes. D'accord. Alors, on avait une deuxième question qui demandait si les deux associations autour du SOPK ne concernent que la partie infertilité du syndrome ou également les autres symptômes. On prend tout. On prend tout, parce que c'est vrai que souvent, on va réduire les médecins généralement. Réduire souvent SOPK, infertilité. Si vous avez un SOPK, je peux rien faire pour vous, revenez quand vous voulez avoir un enfant. Non, en fait, le SOPK, c'est pas que ça, c'est pas que l'infertilité. Donc, c'est pour ça que nous, on a un point d'honneur à vraiment parler de tous les symptômes et pas que l'infertilité. Alors, j'aurais juste un petit commentaire à faire, si c'est possible, avant qu'on passe aux autres questions. C'est par rapport à ce que Kelly a dit que je trouve très important, c'est le fait que les douleurs des femmes soient toujours considérées comme un peu imaginaires. Donc, le fait, par exemple, de dire à une femme qu'elle n'a pas de douleur pelvienne, eh bien, pour nous, c'est aussi un problème. C'est-à-dire qu'il y a un décalage énorme entre la réalité de ce que les femmes peuvent vivre au quotidien quand nous avons des douleurs pelviennes ou quand nous avons des saignements invalidants, et les représentations. Je pense qu'il y a vraiment un travail à faire sur les représentations qu'ont un très grand nombre de soignants, et puis les personnes qui ne sont pas concernées par nos pathologies. Elles ont des représentations, elles ont une perception qui est souvent malheureusement erronée. Donc, c'est vraiment important que nos associations respectives puissent à un moment donné pointer du doigt aussi ce décalage. Nous, on le fait. On dit qu'il y a un décalage entre les représentations sur les fibromes. De manière générale, on va dire à une femme qui souffre de fibromes au moment du diagnostic que c'est bénin. Eh bien, on est content qu'on entend dire que c'est bénin. Mais c'est bénin par opposition à une tumeur maligne, mais ce n'est pas pour autant que les symptômes des fibromes sont bénins au quotidien, loin de là. Même s'il y a des femmes qui sont porteuses de fibromes
asymptomatiques. Il ne faut surtout pas faire l'amalgame entre les femmes qui ont des fibromes asymptomatiques et les femmes qui sont durement touchées par une symptomatologie agressive. Donc, c'est ça, justement, le décalage lié aux représentations sur les maladies féminines. Donc, je partage tout à fait ce sentiment, Kelly. C'est pas dans notre tête. C'est pas imaginaire. Ça ne relève pas de l'imagination des femmes, les douleurs pelviennes. C'est un symptôme à part entière. Tout à fait, tout à fait. Et nous, on l'a aussi remarqué en faisant des sondages sur notre compte, et on a à peu près les mêmes chiffres que Kelly. En fait, c'est vraiment quelque chose, je pense, qui doit être statué. Les douleurs dans la SOPK, c'est trop peu reconnu. Et on est en contact avec une étudiante ostéopathe qui a lancé un questionnaire sur les douleurs, justement, avec le SOPK, parce qu'elle a fait son mémoire d'études sur le SOPK. Et elle a eu plusieurs centaines de réponses. Elle a 500, 600 aux dernières nouvelles. Donc, je pense qu'elle a peut-être dépassé les 1000 depuis. Et elle me disait, c'est affolant le nombre de personnes qui a des douleurs, en fait, dans le SOPK. Donc, j'ai hâte qu'elle nous montre ces chiffres parce que je pense que c'est inquiétant, en fait. C'est vraiment inquiétant. Nathalie, est-ce qu'il y a des questions peut-être, Charlotte, ou non? Nathalie, est-ce que non, c'est très intéressant. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose ou nous parler peut-être des projets qui arrivent là pour Endomind? Nous, on est toujours hyper actives. Donc, il se passe beaucoup de choses. Mais alors, c'est intéressant d'échanger avec vous parce que certaines actions viennent en décalage par rapport aux nôtres. Donc, on a un petit peu de recul par rapport à ce que vous êtes en train de faire. C'est des actions qu'on a déjà menées de notre côté. Alors, j'entendais la réaction par rapport aux symptômes douloureux et autres, qu'il ne faut pas parler que d'infertilité, etc., etc. Donc, effectivement, c'est des réflexions qu'on a menées aussi à notre niveau en 2014. Et c'est vrai qu'en tant que malade, moi, ça m'embêtait beaucoup qu'on ne parle que d'infertilité en parlant d'endométriose parce qu'il y a tellement d'autres symptômes. Et en fait, quand on a travaillé justement sur cette campagne avec ce slogan « Les règles, c'est naturel, pas la douleur », avec une petite phrase en plus, l'endométriose, première cause d'infertilité en France, ça m'avait vraiment heurté à ce moment-là. Je m'étais dit, mais il y en a marre, quoi. Il y en a marre qu'on parle toujours d'infertilité et pas d'autre chose. Et en fait, c'est une grande agence de publicité qui avait créé cette campagne pour nous, pour nous les malades, parce que l'association Endomind était au tout début de son existence et on faisait ça avec Info Endométriose. Et en fait, ce patron d'entreprise m'avait expliqué que lui, en tant que spécialiste de la communication, il sait ce qu'il faut faire pour interpeller les gens. Et c'est vrai que le sujet de l'endométriose, on n'en parlait pas du tout. Donc, il m'avait dit très clairement, si vous voulez vous faire entendre sur ce sujet-là, sur un sujet de santé, en tout cas, il y a que deux axes qui interpellent les gens, c'est la mort ou l'infertilité. Donc, si pour l'endométriose, vous ne pouvez pas parler de la mort, bien évidemment, en revanche, vous pouvez parler de l'infertilité. Et usez-en vraiment grandement parce que c'est ce qui va vous permettre d'ouvrir des portes. Et une fois que vous aurez réussi à ouvrir ces portes, vous pourrez parler des autres symptômes. Mais il faut commencer vraiment par celui qui interpelle les gens, qui va leur donner envie d'en savoir plus. Voilà, donc ça, c'est la petite chose qui me fait réagir par rapport à ce que disaient Angèle et Kelly. Donc ça n'a pas été vain, en tout cas je me rends compte avec le recul qu'il avait raison parce qu'aujourd'hui effectivement on est à même de parler de plein d'autres sujets qui sont inhérents à l'endométriose. Voilà, donc d'ailleurs puisque tu me proposais Virginie de parler des actualités de l'association, donc
on a fait du chemin depuis justement cette campagne et là on a notamment on est rentré vraiment dans le vif du sujet avec une campagne qu'on a menée en 2020 pendant le confinement pour demander l'intégration de l'endométriose dans les affections de longue durée. Ce qui, pour nous, avait une double utilité, c'est d'une part répondre à un besoin des malades en termes de finances et d'avance de frais, et puis d'autre part, vraiment d'enfoncer le clou sur la nécessité de prendre en considération l'endométriose. Donc, en étant inscrite dans les ALD, plus personne ne peut répondre à des femmes qui vont consulter votre maladie, c'est pas une maladie, c'est dans votre tête, etc. À partir du moment où c'est inscrit dans la liste des affections de longue durée, il nous semble que ça devrait accélérer le mouvement. Donc, c'était un petit peu l'objectif. Donc, on a plus de 300 parlementaires qui ont soutenu cette démarche et grâce à cette campagne, on a réussi à maintenir le sujet de l'endométriose sur le dessus de la pile pendant une période de Covid où on parlait de rien d'autre que du Covid. Donc, on a quand même réussi à maintenir le sujet. Et pour le coup, dès qu'on a pu parler d'autre chose, le ministère a annoncé une reprise des travaux et notamment la mise en route d'une réflexion autour d'une stratégie nationale de lutte contre l'endométriose. Donc l'association est impliquée avec 2 autres associations dans ces groupes de travail. Donc on a travaillé très durement pendant 4 mois pour cette stratégie nationale, dont on attend les annonces qui ne seront pas faites par le ministre, en l'occurrence, puisque c'est le président de la République qui, visiblement, va faire ces annonces-là. Donc, c'est quelque chose que nous, on a su un petit peu en off, mais j'ai entendu le ministre en parler publiquement, donc il n'y a pas de raison que je le dise pas moi aussi, puisque lui-même en parle publiquement. Donc on va voir ce qui va en ressortir, mais en tout cas le but c'est de vraiment d'accentuer les travaux sur 5 axes a priori qui seront la formation des professionnels de santé, qui seront l'organisation de l'offre des soins avec les filières de soins pour l'endométriose. Le sujet de la recherche a été très largement évoqué. Il y a différents axes de travaux comme ça, donc on attend les résultats. Mais pendant que ils sont en train de plancher sur la version définitive, nous, on continue notre travail. Donc là, notamment, au mois de novembre, on a des gros événements, et notamment l'Endorun, donc qui est une course qu'on a créée en 2018. Donc, le but était vraiment de soutenir la recherche. Donc, on s'est retrouvés dans la même situation avec le Covid, puisque à l'origine, c'était une course qui était en présentiel et qu'on a dû réinventer l'année dernière. Et l'année dernière, on s'est dit, on ne peut pas, c'est pas possible pour nous de ne rien faire. C'est dommage parce que là, on est dans notre élan. Elle vient d'être créée il y a 2 ans. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on a réussi avec un partenaire à réinventer le projet et à en faire une course virtuelle. Et on est parti du principe que, on organisait une course à Paris, on arrivait à mobiliser 1500 personnes. Il faut que, en faisant une course virtuelle, on arrive à mobiliser toute la France. Voilà, donc potentiellement, il y a toute la France qui nous attend sur l'événement. Donc, on a eu vraiment un retour super positif, puisqu'on a réussi à mobiliser 4400 personnes pendant le confinement, donc, et à récolter 42 000 euros, ce qui nous a permis de créer la Fondation pour la recherche sur l'endométriose. Donc là, cette année, comme la situation était quand même très incertaine et que même si on mène des grandes actions, on reste quand même une petite association,
Et donc, on ne pouvait pas se permettre de ne rien faire ou de prendre le risque d'organiser une course en présentiel qui serait potentiellement annulée au dernier moment, avec des frais engagés qui, pour nous, seraient catastrophiques si on les perdait. Donc, on a décidé cette année encore de rester en virtuel. Donc, à ce stade, alors la course démarre samedi, le 6 novembre, et elle durera jusqu'au 21 novembre. Donc, les gens peuvent s'inscrire jusqu'au dernier jour. Donc, j'ai regardé les chiffres. On a déjà plus de 1500 personnes qui sont inscrites, ce qui est un petit peu plus que l'année dernière à la même date. Donc, on espère que les gens vont continuer à s'inscrire et qu'on pourra aider de manière aussi conséquente la recherche à mettre en place des projets. Et d'ailleurs, la fondation on a créé la fondation donc en janvier. Et elle vient de lancer son premier appel à projet. Donc, ce qui est super encourageant pour nous et ce qui donne aussi une impulsion à la recherche dans son ensemble, puisqu'on a réussi à mobiliser des chercheurs étrangers pour prendre part à ces travaux-là aussi, à la réflexion, etc., etc. Donc, on pourra en parler plus amplement si vous voulez, mais c'est vraiment... ce que je disais au tout début, ce sont les malades qui s'emparent des sujets et quand les malades s'en emparent et qu'ils montrent l'exemple, les pouvoirs publics sont obligés de suivre parce que sinon, ça n'ira pas bien loin. Et puis, le mouvement est lancé et on ne retournera pas dans notre coin. Ça, c'est une certitude. Donc, il faut qu'on continue à avancer. Voilà, ça, c'est la grosse action une des grosses actions, puisque j'ai deux autres actualités. On organise également au mois de novembre une action avec la ville de Paris. Donc, ça fait quelques mois qu'on travaille beaucoup sur la thématique de l'endométriose et du travail. Donc, les difficultés rencontrées dans le milieu professionnel. On a pu sensibiliser des grandes entreprises comme la SNCF, le réseau Transport Électricité de France, Schlumberger, qui est une entreprise qui œuvre dans le pétrole, donc qui est plutôt masculine que féminine, mais pour le coup qui s'intéresse aussi à la question. Et là, la ville de Paris nous a sollicité parce qu'on travaille beaucoup avec la ville de Paris depuis des années et c'est Paris en tant qu'employeur qui a souhaité s'impliquer sur la question de l'endométriose. Parce que la ville de Paris est le plus gros employeur de la région. C'est 55 000 agents qui travaillent pour la ville de Paris. Donc, on a cette opportunité de sensibiliser dans ce milieu professionnel, donc sachant qu'il y a toutes sortes de professions dans la ville de Paris et ça, c'est très intéressant pour nous de toucher tous ces milieux-là. Donc, on organise ça le 15 novembre, donc avec on aura plusieurs stands dans la ville de Paris et puis également une intervention, une table ronde avec les agents de la ville. Donc, voilà, ça c'est une belle action. Et également, au mois de novembre, on va, j'allais dire enfin, ça fait quelques années que j'essaye d'impliquer le planning familial sur cette question de l'endométriose parce que il me semble que le planning familial est quand même fait partie des gens qui sont en première ligne et qui reçoivent les appels des jeunes filles, des jeunes femmes et des femmes aussi. Et c'est vrai que depuis quelques années, on a du mal à les mobiliser parce qu'elles ont tellement de sujets qu'elles n'arrivent pas à en intégrer de nouveaux ou à se remettre, à se reformer, etc. Donc là, ça y est, le planning familial s'implique sur la question de l'endométriose. Donc, on va pouvoir faire une table ronde qui a pour but de former tous les bénévoles et les écoutantes au niveau national. Donc, ce qui est pour nous super important, qu'elles puissent entendre, identifier les symptômes, les questions qu'on pourrait leur poser et orienter correctement les personnes qui les appellent. Voilà pour une grosse actu. Ça fait beaucoup, hein. Bravo. C'est clair avec le planning familial, hein.
Ouais, franchement, je suis super contente parce que ça fait 4 ans que j'essaye à chaque fois qu'on a des actions qui se mettent en place avec le ministère, j'insiste pour qu'elles soient invitées aux réunions. Alors à chaque fois, il y a toujours une personne qui vient, mais qui ne revient pas. Elle vient une fois, mais elle ne revient pas parce qu'elles sont engagées sur tellement de choses qu'elles n'arrivent pas, tout simplement. Elles peut-être manquent de ressources ou voilà. Donc ça y est, enfin. Bon, ça nous booste, hein. Ben oui, mais ça veut dire que voilà, dans cette espèce de décalage un petit peu des actions, vous pouvez voir avec le recul que j'ai moi que ça porte ses fruits. Oui. Même si parfois ça peut être décourageant, ça peut être un petit peu lent, etc. Mais ça porte ses fruits. Mais bon, après, vous savez qu'on arrive à se réjouir avec la moindre petite évolution, la moindre petite bonne nouvelle, on en fait une super fête. Oui, mais c'est vrai que nous, pour parler un peu de ce qui concerne l'infertilité, on a donc obtenu dans le cadre de la loi de bioéthique le vote du plan fertilité. Donc c'est quelque chose qu'on réclamait nous depuis la création de l'association, et c'est vrai qu'on n'avait pas du tout d'écho, personne nous écoutait sur ce sujet-là, et avec la révision de la loi, ça a pu être introduit dans la loi. Et je pensais vraiment qu'avec les élections l'année prochaine, ce plan fertilité qui était dans la loi ne serait pas mis sur le bureau pour que tout le monde travaille dessus. Et puis finalement, si les travaux se sont enclenchés mi-septembre, donc on a été contacté, René Friedman est revenu vers nous en nous disant ça y est, le cabinet d'Adrien Taquet s'engage, va commencer des travaux sur le plan fertilité. Donc venez, on va travailler ensemble. Donc on a fait 2 réunions de travail. Nous évidemment on était comment ça, on commence, ça y est, on y va vraiment. Et donc on a tout de suite rendu un document parce qu'on avait déjà tout écrit. Après il y a eu un petit moment de flottement parce que ça a été le ministère de la Santé a repris les choses parce que Adrien Taquet, c'est secrétaire d'État aux droits de l'enfant, la protection de l'enfance et des familles. Donc on a commencé à travailler avec eux. Finalement, après, le ministère nous a convoqués, le cabinet d'Olivier Véran nous a convoqués pour qu'on engage quelque chose. Et puis finalement, on n'était pas dans le plan, dans la mission. Donc ça a été d'autres personnes qui ont été nommées pour diriger cette mission du plan fertilité. Il y a un rapport qui doit être rendu au 31 décembre. Mais finalement, on va quand même travailler dans le groupe de travail pour essayer de faire des propositions. Donc là, il y a les auditions ont déjà commencé cette semaine. Elles se poursuivent la semaine prochaine et il faut rédiger... faut faire un plan, un bilan un peu national de ce qui existe en termes de prévention, d'information, de sensibilisation, et qu'il y ait des préconisations qui soient proposées. Alors après, effectivement, il y a les élections l'année prochaine, mais on se dit, ça sera toujours ça de gagner, parce que de là où on vient, où il n'y avait rien, on aura un document avec des gens qui vont avoir vraiment travaillé le sujet, des gens qui sont investis parce que c'est des professionnels et notamment notre association, qui ont envie que ça évolue. Donc, je pense que le rapport va être très intéressant. Et nous, on s'est dit que ça sera un support qu'on va pouvoir présenter aux différents candidats à l'élection présidentielle en leur disant, voilà ce rapport, voilà les préconisations qu'il fait, sur quoi vous seriez prêt à vous engager si vous étiez élu. Donc, voilà, nous, on en est là. Et c'est très intéressant parce que pour moi, c'est presque l'aboutissement d'un des aspects de l'association. C'est-à-dire que quand j'ai créé l'association en 2013, c'était vraiment de se dire, mais il faut que la question de l'infertilité et de la fertilité deviennent des sujets de santé publique et ne soient pas juste des choses que quelques couples en mal d'enfants doivent régler dans l'intimité de leur parcours d'AMP. Parce que l'infertilité, ça touche tout le monde et de plus en plus de gens. Et donc là,
le sujet passe enfin de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire du côté santé publique, engagement gouvernemental et avec, j'espère, quelque chose qui va être opérationnel. Ce ne sera pas juste un rapport tout le monde va se dire « Oh, c'est bien, on a bien travaillé, on est content », et que ça aboutisse vraiment et rapidement sur des actions, sur des choses qui soient rapidement opérationnelles parce qu'on sait bien que la fertilité, c'est quelque chose qui est très, très fragile et très serré dans le temps. Donc, on va pas pouvoir se dire « Ok, donc on se revoit dans 10 ans et on verra ce qu'on aura fait. » Est-ce qu'il y a des questions Oui. Charlotte. Oui, il y a une question qui s'adresse à toutes les intervenantes et qui demande, je me demandais ce que vous pensiez des diplômes universitaires patients experts. Alors, je peux m'exprimer. Alors, je vois qui a posé la question, Simone, avec qui j'ai parlé il y a quelques jours d'ailleurs, qui est une étudiante québécoise qui est venue faire une enquête en France. Donc, alors, le diplôme de patient expert, moi, je peux en parler dans le cadre de l'endométriose. Donc, il y a seulement 2 endroits, maintenant 3. Il y a un 3e endroit en France depuis quelques jours où on peut le faire. Donc, c'est Paris, Marseille et il y a un diplôme qui vient de s'ouvrir à Bordeaux. Alors, on a une patiente experte diplômée dans notre association, qui est Priscilla, qui a fait cette formation qui lui permet de travailler sur son propre parcours, d'une part, donc d'acquérir un recul suffisamment important pour pouvoir venir aussi en aide aux autres, parce qu'on se rend compte dans nos associations, et je pense que vous rencontrez la même difficulté que nous, qu'il y a des personnes qui sont encore dans leur souffrance et qui ont plus besoin d'aide et ne sont pas en capacité d'aider. Donc, cette formation, elle aide beaucoup pour ça aussi. Elle permet à la personne concernée de vraiment se détacher de son histoire et d'acquérir aussi des connaissances sur le système de santé, de pouvoir travailler en collaboration avec les professionnels de santé et de faire ce lien entre les malades et le professionnel de santé. Alors, ça vient en complément du travail de l'association parce que c'est un interlocuteur direct et unique, ce qui est différent aussi de l'association et qui peut venir aider quand la patiente experte est aussi impliquée dans une association. Je trouve que c'est encore une grande aide. Et l'autre particularité, c'est que le patient expert peut aussi aider les structures médicales à mettre en place des programmes d'éducation thérapeutique. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose dont je n'ai pas du tout parlé dans le travail de l'association, mais on travaille beaucoup là-dessus. On est en train de développer les programmes d'éducation thérapeutique du patient dans le cadre de l'endométriose sur l'ensemble du territoire avec l'aide de l'assurance maladie. Donc, on a pu avoir une subvention pour ça. Donc, ça, c'est hyper précieux parce que les professionnels de santé ne voient pas forcément immédiatement l'intérêt de l'éducation thérapeutique du patient et l'intérêt pour eux de proposer ces programmes aux malades, parce que ça vient vraiment les aider finalement dans leur prise en charge et aider aussi les malades à s'autonomiser sur leur pathologie et à devenir vraiment acteurs et actrices de leur pathologie. Donc les patients experts pour ça sont vraiment précieux et j'insiste sur le fait que il y a un diplôme lié à cette appellation de patient expert. On ne peut pas s'improviser, se déclarer ou s'auto-déclarer patient expert sous prétexte que voilà, je suis malade, donc j'ai forcément l'expérience de la maladie et je peux dire que je suis une patiente experte. C'est pas que ça. Il y a beaucoup d'autres connaissances qui sont liées à ce diplôme-là, ne serait-ce que le système de santé, les aides, comment accompagner les malades, comment venir en aide aux assistantes sociales aussi, qui peuvent avoir
manquer de connaissances. Donc, c'est vraiment quelque chose d'assez complet dans ce domaine-là. Alors, je ne sais pas s'il en existe dans vos pathologies, mais dans l'endométriose, à ce jour, il n'y a que 2 patientes expertes diplômées dans toute la France. Voilà. Donc, c'est quelque chose qu'on souhaite développer. On en parle assez régulièrement parce qu'on essaye de faire en sorte qu'il y ait d'autres patientes qui s'intéressent à ces diplômes-là. C'est un diplôme qui se fait, c'est une formation qui se fait sur 6 mois. Alors, il n'y a pas des cours tous les jours, hein, c'est quelques heures par semaine, donc c'est largement faisable pour quelqu'un qui a envie de s'investir là-dessus. Et Priscilla, en l'occurrence, en a fait presque son métier, puisqu'elle était, à cause de l'endométriose, en incapacité de faire son propre métier, donc elle s'est reconvertie là-dedans. Voilà, donc j'espère que j'ai répondu à Simone. Voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre veut répondre sur ce sujet-là? Alors moi, j'ajouterais juste un petit bémol là, par rapport à ces formations-là, parce que je me pose la question de savoir justement la valeur ajoutée, mis à part évidemment de toute la partie connaissance des institutions, connaissance du système de santé. Pour nous, qui sommes pratiquement toutes fondatrices, si je ne m'abuse, eh bien, quand on est fondatrice d'une association, au bout d'un certain temps, on acquiert une expertise finalement que nous, on appelle les savoirs expérientiels. Donc, à partir de nos savoirs expérientiels, je me pose la question de savoir aujourd'hui, parce que ça fait quand même 10 ans que j'ai les mains dans le cambouis, je me pose la question de savoir quelle serait la valeur ajoutée de cette formation universitaire de 6 mois ou d'1 an, au bout de 10 ans d'expérience en tant que fondatrice, en tant que présidente, en relation avec les institutions. Finalement, je pense qu'on apprend tellement sur le terrain, en étant bénévole et en ayant par ailleurs une activité à côté, que je me dis, personnellement, je crains de m'ennuyer dans une formation de patient expert parce que j'ai beaucoup plus appris en accompagnant les femmes, en me documentant, en allant à des réunions avec les médecins, avec les autorités de santé, que je me dis une formation, je vais m'ennuyer. Et le petit bémol que je voulais apporter. Non, je pense pas que ça soit un bémol, Angèle. Je pense que j'entends ce que tu dis et je suis d'accord avec toi, mais quand je fais des réunions avec notre patiente experte, je trouve qu'on est très complémentaires. Il y a toute une partie théorique que nous on n'a pas forcément eu dans nos parcours et qu'elle a elle emmagasiné et qui lui permet vraiment d'amener une légitimité auprès de certaines structures que même en tant que présidente d'association, oui, on a acquis beaucoup de choses, ça c'est certain. Mais il y a cette légitimité qui va nous permettre d'avancer de manière officielle, j'allais dire. Tu vois, par exemple, sur ce dossier qu'on a déposé auprès du FNDS pour le déploiement des programmes d'éducation thérapeutique, sans la présence d'une patiente experte dans notre association, ça aurait été moins évident, je pense. Voilà, mais ça veut pas dire que... Alors, peut-être qu'il faudrait qu'il y ait une équivalence dans ces cas-là, comme ça existe dans d'autres diplômes. Voilà, avec une pratique création et pratique d'association, gestion d'une association pendant un certain nombre d'années. Effectivement, on en a appris beaucoup. Je suis d'accord. Alors, nous, Angèle, quand tu as parlé de savoir expérientiel, on a une de nos bénévoles là, qui a travaillé, enfin qui a fait tout un travail avec la chaire de philosophie. Donc, c'est aussi, c'est un peu en lien avec les patients experts parce que je crois qu'ils forment aussi des patients. Alors, je sais plus, enfin, voilà, je suis pas très très sûre, mais je pense que ça se connecte. Et donc, elle a demande
comment elle s'appelle, Cynthia Fleury. Elle a fait elle a écrit un document qui s'appelle Savoir expérientiel, et donc le titre c'est la PMA, tout ce qu'on ne dit pas sur l'AMP, et donc elle a travaillé toute la fin d'année 2019, fin de l'année 2020. Voilà, donc c'était la première expérience en fait pour la chaire de philosophie sur ce type de travail. Moi, par ailleurs, ça fait longtemps que je me dis, oui, passion expert, il faudrait se former, tout ça, mais je rêverais de faire cette formation, mais j'ai pas le temps. J'ai pas le temps parce que je travaille et que pour faire une formation, il faut avoir du temps disponible, et entre le travail et la gestion de l'association, c'est impossible. Donc, moi, j'habite à côté de Caen, et on a avec la fac de médecine, ils font une formation qui, c'est pas une formation de patient expert, mais c'est plus sur l'éthique. L'éthique, voilà. Et je rêverais de faire ça. J'ai pas le temps. Et par ailleurs, sur ce que tu disais, Nathalie, tout à l'heure, sur la distance qu'on doit un peu avoir pour bien accompagner les gens. En fait, moi, mon expérience professionnelle d'éducatrice spécialisée, donc j'ai eu une formation initiale de 3 ans, à la fois universitaire et professionnelle, sur comment on accompagne les gens, comment est-ce qu'on se met à la bonne distance entre l'histoire dramatique des gens qu'on a accompagnés, sa propre histoire et sa posture professionnelle. Donc voilà, ça, j'ai ça. Et à chaque fois qu'on doit accueillir des nouvelles bénévoles ou des nouveaux bénévoles, on a une fois un homme dans notre équipe, mais il est resté que 2 ans. On aimerait bien avoir d'autres hommes. On essaye d'être attentif à cet aspect-là, parce que c'est difficile finalement quand on n'est pas soi-même un petit peu à distance ou un petit peu en connaissance de ce que ça peut provoquer chez soi-même, de résonance, de se retrouver à animer des groupes de parole, par exemple, avec des gens qui expriment beaucoup de souffrance. Et dans les parcours d'AMP, c'est vraiment... la souffrance, elle se situe à tous les niveaux, au niveau professionnel, au niveau physique, au niveau social, au niveau affectif, au niveau sexuel et tout ça. Donc, on peut vite se retrouver dans des situations où on est confronté à la souffrance et à la difficulté des personnes. Donc, s'engager en tant que bénévole, c'est absolument nécessaire et important. Mais il faut aussi faire attention à soi-même, se protéger, et puis ne pas mettre les personnes qui font appel à nous en difficulté. Donc, on essaye, nous, à l'interne, d'accompagner les bénévoles. Alors, il faudrait des formations. Dans notre idéal, ça fait plusieurs années qu'on aimerait mettre en place des groupes de supervision pour les bénévoles. Alors, ce n'est pas de la formation comme tu le décrivais sur quelque chose de très structuré et qui débouche sur un diplôme, mais c'est des temps de parole, des temps de réflexion où on se dégage un petit peu, on regarde un peu au-dessus de ce qu'on fait pour pouvoir essayer d'analyser, comprendre et tout ça. Mais voilà, c'est pas forcément des postures qui sont très simples. Et voilà ce que j'avais à dire sur ce sujet. Est-ce que, mesdames du SOPK, vous voulez dire quelque chose Ouais, alors moi je veux bien dire, parce que c'est une vraie question qu'on s'est posée récemment au sein du bureau de l'association, de la plus-value d'avoir des patients experts au sein de l'équipe. Et j'avoue que ma position aujourd'hui, elle est un petit peu sur l'entre-deux entre Angèle et Nathalie. Parce que c'est vrai que, alors nous, en tout cas dans le bureau, on a ce côté de se dire on a tellement déjà d'expérience, et effectivement il y a un peu cette peur, alors à la fois de s'ennuyer et aussi de qu'est-ce que ça va m'apporter de plus à moi en tant que présidente d'association de me former en tant que patiente experte. Effectivement, c'est rigolo, mais on devrait effectivement, on a réfléchi à ça, à pouvoir passer ce diplôme par validation des acquis ou quelque chose comme ça. C'est génial. Donc oui, pour nous, en tant que dirigeante d'association, est-ce que ça aurait une plus-value? Effectivement, c'est une vraie question qui se pose. Par contre, d'avoir, et là je rejoins Nathalie, des patients experts dans nos équipes, je pense que ça, et le mot était très bien utilisé tout à l'heure, ça légitimise
certaines de nos actions vraiment. Notamment, nous, alors c'est probablement le cas aussi dans les pathologies comme l'endométriose ou les fibromes, etc. Mais nous, on observe tristement un énorme décrochage de la part des patientes de leur parcours de soins. Et le rôle du patient expert ici, il est de recréer aussi un peu ce lien entre le professionnel de santé, l'association et la patiente qui, elle, s'est détachée complètement de son parcours de soins alors qu'elle en a besoin. Et nous, quand on arrive en tant qu'association, et encore plus quand on est une jeune asso, nous, on a été un peu vus comme un énième groupe de nénettes qui tapent du poing. Et le fait d'avoir cette professionnalisation de la patiente et donc des actions qu'elle porte, ça permet aussi de crédibiliser et de légitimiser certaines de nos actions. Et je pense qu'effectivement, nous, en tant que dirigeantes, je ne sais pas si ça aurait une plus-value, mais par contre, d'en avoir à nos côtés, je pense réellement que ça peut avoir des vrais avantages sur les actions qu'on mène. J'ai pas grand chose de plus à ajouter. Nous, c'est vrai qu'on a déjà un peu en train d'avoir un peu le même système avec un de nos partenaires, mais il n'y a pas de diplôme universitaire ou quoi que ce soit. Ça reste vraiment plus entre le partenaire et nous. Mais je rejoins un petit peu tout le monde. C'est vrai que c'est effectivement pour nous en tant que fondateur et président d'association, c'est peut-être pas nécessaire, mais d'avoir effectivement quelqu'un dans notre équipe, dans le bureau ou en tant que bénévole qui est patient expert, c'est vrai que ce serait super intéressant. Je ne sais pas après si les DU sont spécialisés à une pathologie ou c'est vraiment un DU généralisé, c'est généralisé. Donc c'est vrai que ce serait intéressant effectivement, peut-être qu'on se renseigne dans notre association pour voir si ça peut intéresser déjà des personnes de l'association de devenir patient expert pour nous aider au quotidien, quoi. Bon, merci mesdames. Il est déjà 22h16, donc il nous reste quelques minutes. Est-ce que déjà il y aurait des questions qui n'auraient pas été posées? Donc, mesdames et messieurs les spectateurs, vous devez en poser une, c'est maintenant. Avant qu'on s'autodétruise. Voilà, c'est ça. Bon, on va aller se coucher. Est-ce que, mesdames les présidentes d'association, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, une information que vous voudriez faire passer sur quelque chose que vous avez prévu là, que vous n'auriez pas eu le temps de dire? Moi j'ai juste un petit truc, c'est que du coup on profite de cette semaine de sensibilisation à l'infertilité pour faire un live demain sur notre Instagram avec un gynécologue spécialisé en PMA. Donc, on va pouvoir parler, du coup, c'est Ophélie qui fera le live demain avec ce gynécologue qui est, comme je disais, spécialisé en PMA et ça va être l'occasion de pouvoir parler SOPK, infertilité et PMA. Voilà. D'accord. Angèle, vous voulez rajouter quelque chose ou... J'ai juste envie de dire merci, c'est un super moment, c'est vraiment un moment comme il faudrait qu'on en ait plus souvent entre associations de patientes, parce qu'il y a vraiment beaucoup de connexions. Il y a, en fait, j'ai adoré, c'est tout ce que j'ai envie de dire, j'ai adoré. Je trouve que il y a vraiment beaucoup de choses en termes de mutualisation de nos expériences. Et en termes de force, finalement, de se dire, ce soir, on est 5 présidents d'associations réunis. C'est quand même pas souvent que ça arrive. Et je pense que vis-à-vis de tous les autres acteurs de santé, c'est vraiment un moment fort, même si ça a l'air intimiste. Vous avez sûrement vu en ce moment, il y a une mobilisation de femmes expertes en santé. Oui, je vois des photos qui passent tous les jours. Eh bien, c'est vrai, c'est aussi une façon de faire parler de nos combats respectifs, c'est-à-dire qu'on fasse partie de ce comité ou pas. Moi, je n'en fais pas partie pour l'instant. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que une rencontre comme celle de ce soir, eh bien, faudrait pas qu'elle se limite. Faudrait pas que ce soit la dernière.
Voilà. Non. Mais moi, c'est pour ça, au début, je disais, on se donne déjà rendez-vous peut-être pour le 28 mai 2022, pour la journée d'action sur la santé des femmes. Je pense que là, on a fait cette année, et il ne faut pas qu'on faut qu'on continue. Et puis, oui, alors on aurait peut-être pu être un peu plus nombreuses encore, mais bon, voilà. Et je pense que voilà, les choses sont lancées et on va pouvoir continuer à mutualiser. Et puis, alors moi, je vous propose un jour peut-être, pour de vrai. Je vous propose déjà une prochaine date. Hein. Attends, je prends mon crayon qui est tombé tout à l'heure et il est tout en bas. Alors, comme je viens de vous parler de l'Andorun, donc l'année dernière pour l'Andorun, le dernier week-end, puisque ça se termine le 20 et 21, qui est un samedi et un dimanche, on organise des lives pendant les 2 journées. Donc, on avait prévu de faire un live notamment le dimanche à 14h, donc il doit être le 21 novembre. Et je vous propose qu'on remette ça pour le 21 novembre à 14h, si vous êtes toutes disponibles. Et on essaiera de reparler de ce qu'on a évoqué aujourd'hui et d'aller peut-être un petit peu plus loin dans les échanges. Voilà, donc c'est dans l'agenda. Je vous contacte par mail. Moi, j'ai noté. Et, oui, ce sera avec plaisir. Hein. Voilà, donc on verra. Alors, c'est des lives pareils qu'on organise un petit peu sur le même principe de ce qu'on vient de faire aujourd'hui, avec une thématique, puisque l'Andorun est vraiment très axé sur la recherche. Évidemment, on va pas mal parler de cet aspect-là, et ça sera intéressant de voir aussi, de discuter de ce qui se passe dans vos pathologies au niveau de la recherche et des besoins qu'il y aurait. Bon, merci. Charlotte, tu voulais avoir le mot de la fin ou c'est bon? Bon, je vous remercie beaucoup, mesdames. Et puis, on se revoit bientôt alors. Le 21 novembre à 14h. Avec plaisir. Merci en tout cas, Virginie, pour cette initiative et pour l'invitation. Merci. Merci, bonne soirée à tous. À bientôt. Bonne soirée. Merci.